Bonjour et bienvenue sur les mystères de l'histoire. C'est Pierre qui vous présente l'épisode 7. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons observer le rôle clé de la Savoie lors de la dynastie des Mérovingiens, son remplacement par les Carolingiens, et enfin l'éclatement de l'empire de Charlemagne. Clovis devient donc catholique, se rendant aux instances de son épouse. Il défait Alaric et repousse les Visigoths en Hispanie, est nommé consul et triomphe. Mais il meurt une poignée d'années plus tard, partageant son royaume entre ses 4 fils. En 524, les armées franques passent de nouveau à l'attaque du sud. Cette fois, les fils de Clovis jettent leur dévolu sur la Burgondie. Une première phase des opérations voit Clodomir tuer Sigismond, roi des Burgondes. Souvenez-vous de notre épisode 4 et de la fondation de l'abbaye de Saint-Maurice d'Agone. Grégoire de Tours suggère une vengeance de Clotilde, la mère de Clodomir, qui aurait ainsi pris sa revanche sur le clan de Gondebaud, l'assassin de son père. Gondomar, frère de Sigismond, prend le commandement de l'armée burgonde avec l'aide d'un renfort ostrogoth. Les Francs poursuivent l'attaque, s'emparant de Lyon et poussant toujours plus à l'est, vers les Alpes sous les ordres de Clodomir. C'est une bravade de trop pour les Francs. Lors de la bataille de Vézeronce, à un jet de pierre du lac du Bourget en Savoie, Clodomir est attiré dans une embuscade par les cavaliers burgondes qui le décapitent, déclenchant la débâcle des Francs. Et c'est alors qu'en plus pur style hérodien, souvenez-vous de nos épisodes 2 et 6, les autres fils de Clovis assassinent les enfants de Clodomir, leur propre neveu. Un seul rescapé, le futur Saint-Cloud, qui accepte de se faire tonsurer et de couper sa chevelure royale en échange de la vie sauve. Une dizaine d'années plus tard, vers 532, Childebert et Clotaire reprennent la guerre contre les Burgondes et mettent Godemar en fuite, dont la légende veut qu'il se soit replié dans le Val-Godemar, dans les Hautes-Alpes. En 534, les Francs s'emparent définitivement du royaume burgonde. Le petit-fils de Thierry meurt sans descendance, de même que Childebert, et Clotaire Ier, benjamin des fils de Clotilde et de Clovis, réunifie alors le royaume franc. Mais un nouveau partage fratricide aura lieu à la mort de celui-ci. Les assassinats entre frères seront communs et sera le trait distinctif du règne de la dynastie des Mérovingiens jusqu'au roi Dagobert, né vers l'an 600, qui réunifie enfin le royaume. Les Mérovingiens lui ayant succédé ont été appelés les rois fainéants. Il semble en effet qu'il n'ait eu que bien peu d'actions à mettre à leur crédit sur une période de plus de 100 années. Or, à peu près à l'époque de Dagobert, vers l'an 600, a lieu à l'autre bout du monde la révélation de l'islam dans la péninsule arabique. D'importantes conquêtes territoriales s'ensuivent pour les armées de cette nouvelle foi qui étendent rapidement leur territoire. Ainsi, c'est vers l'an 700 que le général Tarek envahira l'Espagne par le détroit de Gibraltar, emboîtant pour ainsi dire le pas d'Hannibal le Carthaginois et de ses éléphants. Souvenez-vous de notre épisode 1. C'est ainsi qu'il conquiert rapidement le royaume wisigoth, vidé de son essence depuis la fin de l'arianisme d'un point de vue religieux, et en proie aux divisions dues aux injustes traitements infligés aux Juifs de Sfarad. Les Mérovingiens perdent de plus en plus d'influence et sont petit à petit remplacés par leur maire du palais. Ainsi Charles Martel devient-il l'homme le plus puissant du royaume, et les rois chevelus ne sont que ses marionnettes. D'autant plus qu'en 732, son armée met un terme aux incursions des armées musulmanes dans le royaume des Francs, lors de la bataille de Poitiers.
Et c'est le moment fondateur de la dynastie carolingienne, aussi dite des Pépinides, d'après leur ancêtre, Pépin. Les nouveaux maîtres des Francs s'attellent à légitimiser leur pouvoir. En effet, en tant qu'usurpateurs ayant détrôné une dynastie de rois sacrés, la tâche n'est pas aisée. Mais ce serait sans compter le grand Charles, fils de Pépin le Bref, petit-fils de Charles Martel et grand homme d'État, que le pape Léon sacrera empereur à Rome en l'an 800. Devant faire face d'une part au califat omeyyade en Espagne, d'autre part à l'opposition de l'empereur d'Orient de Byzance, Charles le Grand, aussi connu sous le nom de Charlemagne, est à la manœuvre diplomatique avec le calife abbasside de Bagdad, Haroun ar-Rachid, lui aussi en quête de légitimité. Plusieurs ambassades sont échangées, des alliances scellées et des expéditions militaires sont organisées. Finalement, le sultan confiera même à l'empereur la garde des lieux saints de Jérusalem. Charles devenant donc le défenseur du Saint-Sépulcre en l'an 807. Il est ainsi intéressant de noter une tradition relative à la ville de Narbonne, qui aurait accueilli à l'instigation de Charles, ou plus vraisemblablement de son père Pépin, une sommité intellectuelle judéo-babylonienne venue de Bagdad vers l'an 750, en plein cœur de la Septimanie. Il s'agit du Makir, qui avait rang de prince, et se fit appeler, lui et ses descendants, les rois des Juifs de Narbonne. De la lignée du roi David, Makir aurait ainsi tissé des liens matrimoniaux avec la famille du grand Charles. Quoi qu'il en soit de la Narbonnaise, Louis Ier, fils du grand Charles, hérite de la Savoie en 806, jusqu'au Cluse pour accéder en Italie. Mais en 843, une nouvelle succession fratricide divise le royaume des Francs. Le traité de Verdun divise l'empire de Charles en 3 parties, dont sont issues la France et l'Allemagne contemporaine, avec un drôle de pays en leur milieu, le royaume de Lothaire. Alors, chers amis, j'espère vous avoir un peu intrigués, et je vous invite à me rejoindre bientôt pour de nouvelles découvertes, de nouveaux mystères. Carthago, delenda est.